et bienvenue à la conférence, ma conférence Mettez le design à la diète. Je suis désolée parce qu'il est midi. Bon, en cas, je vais vous parler de diète, mais je vais vous parler de nourriture aussi. Ça va peut-être vous donner faim. Donc je m'excuse par avance. Si vos ventres gargouillent, sachez que le mien gargouille aussi. Donc moi, c'est Margot Lamberti-Vialard. J'ai commencé il y a 10 ans par une licence en mathématiques et en informatique. Je suis partie faire une année sabbatique où j'ai voyagé en Thaïlande et c'était trop chouette, pour ensuite me dire que le design, c'était quand même intéressant. Donc rien à voir en fait dans mon parcours. J'ai passé un bachelor en design et j'ai décidé après de faire un MBA en chef de projet expertise UX UI. Donc du coup, tout naturellement, aujourd'hui, je suis product owner et UX designer à YouNup, qui est une ESN rennaise et nantaise et plein d'autres villes en France, mais surtout rennaise pour moi, puisque je suis à Rennes. Je suis en mission chez SFR depuis 1 mois et demi. Et à mes heures perdues, je suis intervenante UX à My Digital School et j'ai donné un cours mardi et j'ai pu m'entraîner sur cette conférence mardi en face de mes élèves, donc ça c'était chouette. Donc comme je vous ai dit, on va se mettre à la diète. C'est le moment d'avoir faim. Donc je pense que tout le monde connaît quelqu'un au moins dans sa vie, ou alors même vous vous êtes posé la question un jour de vous dire là il est vraiment temps que je me mette à la diète. Peut-être que c'est parce que vous avez trop mangé à Noël, donc ce qui risque d'arriver d'ici un mois. Moi, je sais que je vais me poser la question, genre le 2 janvier, je vais me dire, ok, c'est l'heure de la diète. Ou alors, ça peut être, par exemple, à la sortie du confinement, si on a pris 5-10 kilos et qu'on se dit, ok, là, il faut vraiment que je me mette à la diète. On pourrait se dire, oui, je vais faire du sport et ça peut suffire. Mais des fois, non, pas forcément. On va plus limiter des aliments dits nocifs pour notre corps, pour essayer de retrouver un peu un équilibre entre le corps qu'on aimerait avoir, le corps qu'on avait avant. Donc, on connaît tous cette sensation de se dire il faut se mettre à la diète. Mais comment se mettre à la diète? Donc, comme je vous l'ai dit, on va limiter les aliments nocifs. Donc, ce qui pourrait nous aider, c'est utiliser le Nutri-Score. Le Nutri-Score, il a été créé en France en 2017. Aujourd'hui, il est utilisé dans pas mal de pays européens. Il faut savoir qu'il n'est pas du tout obligatoire. C'est les producteurs qui choisissent s'ils l'apposent ou pas sur leurs produits. Ce Nutri-Score-là, du coup, il va s'attacher aux éléments d'un produit. Donc, par exemple, ça va être sa teneur en calories, en graisses saturées, en sel ou en sucre, etc. etc. Hein, il prend plein de choses en compte. Et pour avoir une super bonne note, une note A, donc la note verte, la meilleure note, il faut du coup que les aliments soient dits bien bons et sains pour notre corps. Donc, ça va être tout ce qui va être les fibres, les fruits, les légumes, mais aussi du coup les noix. Donc, voilà, vous avez à peu près l'idée de, du coup, qu'est-ce qui se trouve dans la case E. Ça va être un produit qui va être riche en sel, en sucre, et de ce fait aussi en gras, et qui ne sera pas très bon pour la diète. Donc, du coup, moi, je pense que le Nutri-Score, il a été vraiment créé en 2017 aussi, puisqu'il faut savoir que 56% de la population en 2017 était en surpoids. Aujourd'hui, le chiffre a baissé. En 2023, il est de 47%. Et il faut savoir que depuis 1997, la prévalence de l'obésité, elle a doublé. Elle est passée de 8,5% à 17%. Le Nutri-Score fait partie un peu des initiatives mises en place par le ministère des Solidarités et de la Santé, comme par exemple éviter de manger trop gras, éviter de manger trop sucré, manger 5 fruits et légumes par jour. Et on voit que c'est des petites actions qui sont mises au quotidien, comme le Nutri-Score a posé sur les aliments, mais aussi le fait de passer dans des pubs, manger, bouger, ayez une activité physique régulière, qui a certainement fait baisser de 56, 47, 9% du coup l'obésité en 6 ans. J'ai fait une licence de maths, mais je ne suis pas chaud en calcul mental. Donc du coup, pour vous donner un petit peu les bases du Nutri-Score, vous allez voir où je vais en venir après, on va se baser sur la salade verte. La salade verte, du coup, elle a un Nutri-Score de A. Même si, je sais pas vous, mais moi, si je mange un bol de salade verte, c'est pas très nutritif et j'ai un peu faim derrière et j'ai un peu l'impression que mon repas est triste. Mais bon, j'ai un super Nutri-Score, j'ai plein de vitamines, je suis plutôt en forme avec ma salade verte. Mais bon, vu que mon repas est un peu triste, je vais mettre un peu plus de choses dedans, donc je vais me faire une salade grecque. La salade grecque, le problème, c'est que ça dépend ce que je mets dedans. Si je mets trop de feta, trop d'huile d'olive, je vais directement tomber dans le E. Par contre, si j'agrémente avec des poivrons, des tomates, des olives, des concombres, là, je vais me rapprocher plus d'un Nutri-Score AB. Mais bon, vu que je suis super nulle en cuisine et que je ne sais pas faire, je panique un peu à l'idée de ma salade grecque et je me dis, ok, j'abandonne complètement cette idée parce que j'aurais trop peur de mettre trop d'huile, que ce soit trop gras. Donc,
On abandonne l'idée. Et puis en plus, j'ai pas de fibres dans ma salade grecque, donc mon Nutri-Score au final, il n'est pas incroyable. Donc je vais aller à la boulangerie et puis je vais m'acheter du pain, du boulanger et je vais me faire un complet au poulet. Il y a toujours ma salade, donc ça c'est cool. J'ai gardé aussi les tomates pour avoir encore un peu plus de légumes. Et du coup, dans mon sandwich, j'ai mis une tranche d'emmental, un petit peu de beurre parce que sinon la vie est assez triste, et du poulet forcément. Du blanc de poulet, parce que comme ça au moins c'est assez diète. Mon complet poulet, là, il va avoir un bon Nutri-Score, B ou C, parce que j'ai pas mis beaucoup de beurre, mais c'est un peu le même problème qu'avec la salade grecque, c'est que plus je vais rajouter d'un ingrédient en particulier, et plus mon Nutri-Score va être négatif. Alors que je pourrais rajouter, enfin plus j'ajouterai des aliments pas sains, parce que si je rajoute des tomates, vous vous en doutez, mon Nutri-Score, il va être trop cool. Mon complet poulet mangé, je rentre chez moi, et le lendemain matin, j'y ai pas pensé. J'ai pas pensé à me faire à manger, donc je vais aller au supermarché et on s'est tous retrouvés devant le cas de se dire est-ce que je mange un sandwich triangle? J'ai quasiment les mêmes ingrédients que mon complet poulet de la veille, sauf que là, il est Nutri-Score D. C'est bizarre, pourtant, j'ai toujours un petit peu de beurre, mon emmental, du jambon, ma salade. Bah oui, parce que la salade, c'est super important, c'est ma base. Hein. La salade, c'est la vie. Le problème, c'est que le pain n'est pas du tout le même. Il ne va pas être riche en fibres, il va être riche en sucre, en sel. Il est assez calorique. Vous le savez tous, le pain de mie, c'est pas forcément très très bon. Et en plus, j'ai fait le choix de prendre un Nutri-Score pas incroyable parce que il me donnait envie, il ressemblait à ce que j'avais mangé la veille. Bon, j'ai fini de le manger, j'ai pas eu l'impression d'être bien nourrie. J'ai encore faim. J'avoue, je l'ai pas trouvé incroyable. Donc du coup, je vais rentrer chez moi et je vais me faire un burger. Un gros burger, mais avec de la salade quand même pour me donner bonne conscience. Et puis vous voyez, j'ai mis aussi des oignons, des tomates, des champignons et un cornichon. Comme ça, j'ai mes 5 fruits et légumes par jour. Mais comme ça, au moins, je suis bien. J'ai quand même rajouté 2 tranches de fromage, du steak, et puis j'ai quand même du pain. Et là, mon Nutri-Score est meilleur que mon sandwich triangle, mais il est quand même pas ouf. Pourquoi? Parce que le pain burger, je l'ai pas fait moi-même et j'ai été l'acheter. Donc, malgré tout, malheureusement, il a aussi trop de sucre, trop de sel. Donc, mon burger est pas ouf, à cause du pain. Donc, je me dis, écoute, demain midi, je vais me faire un burger, mais un burger sans pain. Donc là, c'est la salade qui va être la base de mon burger. J'ai gardé les mêmes ingrédients, j'ai toujours mes 5 fruits et légumes par jour. Non, parce que j'ai enlevé le cornichon, donc j'en ai plus que 4. Donc, je vais peut-être me faire une pomme en dessert. Mais là, mon burger, en fait, il a exactement le même Nutri-Score alors que j'ai enlevé le pain. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté plus de sauce et que j'ai enlevé les fibres, du coup. On voit bien, du coup, qu'on a un problème sur ce Nutri-Score-là. Il n'est pas forcément très parfait parce qu'il va avoir des lacunes. Ce Nutri-Score, il ne va pas noter le degré de transformation, comme par exemple dans le sandwich triangle. Parce que oui, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais il y a des sandwichs triangles qui arrivent à avoir un Nutri-Score A. Donc, ce qui est assez incroyable, puisque c'est quand même un produit qui est ultra transformé, qui est emballé sous vide et fait à l'usine, à la chaîne. Donc, ils ne vont pas prendre en compte la présence d'additifs dans le produit alimentaire. On dit souvent aussi que ce qui est triste avec le Nutri-Score, c'est qu'il va s'attacher beaucoup à la quantité et pas à la qualité du produit, alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, moi, en tout cas, ça me tient à cœur de savoir que je mange et que je mange bien. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu deg de manger mon sandwich triangle hier. Le problème aussi du Nutri-Score, ça va être sa non-inclusion. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les éléments qui sont pris en compte dans ce Nutri-Score, il y a la présence de fibres, de fruits, de légumes, de noix. Mais quelqu'un qui est allergique aux noix, il ne va pas pouvoir se fier au Nutri-Score. Il ne va pas pouvoir acheter un produit Nutri-Score A en se disant c'est bon pour ma santé sans regarder l'étiquette. Il va être obligé de regarder plus. Comme quelqu'un qui est allergique au gluten. Donc on voit bien en fait que le Nutri-Score, il a pas mal de biais. Et en plus de ça, il est pour un petit panel de personnes, en fait, au final. Donc, il n'a pas une vision très globale. On rentre enfin dans le vif du sujet. On va arrêter de parler un peu de nourriture. On va parler design responsable. J'ai voulu faire ce petit parallèle avec le Nutri-Score parce que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pour le design responsable de créer ce que je vais appeler un design score qui sera un peu plus ouvert, qui ne prendra pas en compte trop de biais, enfin j'espère. Ce que je vous propose aujourd'hui, du coup, ça va être vraiment une petite boîte à outils que vous pourrez compléter après chez vous. Donc, sur le design responsable, vous avez déjà certainement entendu parler d'éco-conception, de design éthique. Le design responsable, c'est à peu près la même chose. On va vraiment s'attacher et mettre l'accent sur la responsabilité des utilisateurs, de la société
et aussi de l'écologie. Donc ça ne va pas prendre en compte que l'écologie. Des fois, on a tendance à l'oublier quand on parle de design responsable. On va vraiment aussi s'ouvrir, du coup, être inclusif, en fait. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc on va créer, du coup, des expériences, des produits et des espaces qui seront aussi bien en faveur de l'écologie, donc durable, mais aussi bien pour les gens qui nous entourent et la société. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est mettre l'accent sur la transparence, la durabilité et l'inclusivité. On va, du coup, de ce fait, minimiser les effets négatifs sur l'impact environnemental en réduisant, du coup, la surconsommation, l'émission de gaz à effet de serre, tout en maximisant les avantages pour les utilisateurs et la société, être plus inclusif, être plus diversifié. Et il s'agit quand même, et ce dernier point est super important parce qu'on parle de design, il s'agit quand même d'équilibrer la créativité artistique, puisque ça reste du design, donc on ne va pas faire quelque chose qui ne sera pas joli et qui ne sera pas fun, mais avec des considérations qui seront morales, sociales et environnementales. Ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que le design responsable est un sujet qui est super vaste. Les leviers sont très nombreux et les moyens de mesure aujourd'hui restent empiriques. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Eco-Index, Ecometer, certains outils du Green IT ou encore Lighthouse. Ces outils sont super cool. Malgré tout, ils sont un peu comme le Nutri-Score, c'est qu'ils ont des biais, ils ont des lacunes et ils ne peuvent pas tout mesurer. Par exemple, le temps... Alors peut-être je dis des bêtises, mais je n'ai pas l'impression en tout cas qu'on mesure énormément dans ces outils-là les éléments UX/UI. Donc par exemple, le parcours utilisateur, combien de temps va passer mon utilisateur sur le site web, combien de clics qu'il va effectuer pour passer cette action. Parce qu'en fait, les moyens de mesure sont compliqués pour mesurer ce genre d'action. Donc le sujet est vaste. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va être des petites actions à mettre en place, mais comme vous l'avez vu, le gouvernement a mis en place plein de petites actions pour essayer de faire descendre l'obésité et les questions de surpoids. Et vous l'avez vu, donc 9% en 6 ans, c'est énorme. Donc avec des petites actions, on voit qu'on peut faire quelque chose de très grand. Donc c'est pour ça, je tiens à dire que les règles que je vais établir aujourd'hui seront peut-être très simples et basiques, mais si on les mettait tous en place, on arriverait peut-être à réduire du coup notre consommation au niveau du net. Et un dernier point aussi, c'est que ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que certaines règles du XUI, effectivement, vont permettre de favoriser le design responsable, mais l'intégration et le développement front ont aussi une énorme importance. Et donc, du coup, une phrase que j'ai entendue pendant un projet et que je trouvais super cool, c'est qu'il reste néanmoins nécessaire de mettre ces règles en place dès le début du projet, donc sensibiliser les product owners, les chefs de projet, les patrons, les designers, bon, les devs aussi forcément. Il faut qu'ils soient sensibles à la démarche pour ne pas mettre la pression de l'éco-conception uniquement sur la partie dev ou hébergement. On dit souvent, oui, c'est bon, mon site il est green, je suis chez un hébergeur vert. Non, non, pas du tout. C'est pas parce que ton site est hébergé sur un hébergeur green qu'il est green. Il y a énormément d'autres règles à mettre en place. Les PO doivent y penser au niveau de la rédaction des user stories, les designers doivent y penser au moment du design et les développeurs derrière aussi. Parce que quand on parle d'éco-conception, on parle beaucoup d'éco-conception web et développement web. On oublie déjà toutes les phases en amont. Enfin, c'est rare qu'on pense vraiment à toutes les phases en amont qui sont pourtant essentielles au projet. Alors pourquoi faire du design responsable? Donc voici les chiffres. J'aurais dû les écrire en plus gros en fait. C'est ça que je suis en train de me dire. Parce que 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont causées par le numérique. On a l'impression que 3% c'est rien, mais il faut se rendre compte que l'aviation civile c'est 3-4% à peu près. Moi qui suis une éco-anxieuse, je vais éviter de prendre l'avion pour aller par exemple en Belgique. Je vais y aller en train, alors que l'avion serait beaucoup plus pratique. Mais je me dis non Margot quand même, prends le train, c'est plus écologique. Par contre, à contrario, je vais sur YouTube regarder des vidéos en 1080p, des vidéos complètement débiles, et en plus que je regarde même pas et je suis pas trop parce que je joue à des jeux vidéo à côté. Mais non, ça m'angoisse pas. Mais alors que pourtant, ça devrait, c'est exactement la même type d'émission de gaz à effet de serre, le même pourcentage. Quand je vous parle du coup de design responsable, c'est pas que l'écologie qu'il faut prendre en compte. Donc mes deux autres chiffres sont pas trop axés écologie, mais donc plus sociétal. Il faut savoir que 15% de la population française est en situation d'électronisme. L'électronisme, ça va être l'incapacité de certaines personnes à pouvoir utiliser un site web. Vous êtes en situation d'électronisme clairement si, quand vous changez d'adresse, vous n'êtes pas capable de le faire via le site de la Poste et que vous êtes obligé de vous rendre à un guichet.
il faut savoir que ce n'est que un tiers des personnes en situation d'électronisme qui sont des personnes de plus de 60 ans. Donc, ça veut dire que 2 tiers des gens qui sont dans cette situation-là sont des gens de nos âges. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens au-dessus de 60 ans, du coup, parce que j'ai dit ça sans vérifier. Donc, du coup, c'est important de créer aujourd'hui des sites qui soient accessibles à tout le monde. À tout le monde aussi, puisqu'il faut savoir que 14% de la population française se trouve en situation de handicap. Le chiffre, j'ai trouvé sur handicap.fr, mais je sais que le chiffre, c'est à peu près 1 personne sur 6. Donc, j'aurais peut-être pas dû écrire le pourcentage parce qu'il est peut-être pas forcément bon. Mais 1 personne sur 6, c'est assez énorme. Et prend en compte, du coup, là, les handicaps aussi non visibles. Donc, avec ces chiffres alarmants, on se dit, il va falloir qu'on commence à réfléchir un petit peu au design responsable. On pense déjà donc les 3 U. J'ai pris l'exemple par exemple d'un site de banque. C'est ce que je me suis dit. Donc moi, je suis chez la BNP Paribas. Je leur fais de la pub du coup. Je m'imagine à leur place penser les 3 U. Je développe mon site et je vais me dire, alors ok, est-ce que j'ai besoin d'un chatbot? Est-ce qu'il va être utile à mes utilisateurs d'utiliser un chatbot s'ils ont une question à me poser? Bon, je ne sais pas. On va se dire, allez, let's go, il est utile. On va se dire, est-ce qu'après, il est utilisé? C'est-à-dire, est-ce que les utilisateurs ils vont avoir besoin du chatbot ou alors ils vont directement aller dans la page contact, ils vont prendre mon numéro de téléphone, ils vont m'appeler ou appeler le conseiller. Est-ce que vraiment il va être utilisé, ce chatbot-là? Et enfin, me poser la question de est-ce qu'il est utilisable? Donc, est-ce que mon chatbot que j'ai mis en place, il correspond bien à l'attente de mes utilisateurs? Est-ce que c'est pas un chatbot qui, au final, où je vais juste avoir mis 3 questions, l'utilisateur va devoir cliquer, ce qui va donner un nombre incalculable de requêtes, alors qu'il voulait juste changer son mot de passe. Ou alors il l'avait juste perdu. Donc, dans le cas d'un site de banque, mon avis à moi serait de me dire, bon, le chatbot n'est pas forcément nécessaire, je vais peut-être plus mettre en place un contact direct avec mon conseiller bancaire, et le chatbot, je l'abandonne. Du coup, à partir de ce moment-là, je suis un peu plus frugale, parce que j'ai enlevé une fonctionnalité. Et ça, vous pouvez le vendre en tant que designer à vos patrons en disant « j'enlève une fonctionnalité, ça vous fait aussi gagner de l'argent ». Maintenant qu'on a vu l'importance des 3 U, on va pouvoir entrer un peu plus dans le vif du sujet et créer du coup notre design score. Un design score du coup qui va être plus ouvert, qui ne va pas du tout prendre de biais en compte, qui sera adaptable, qui sera vivant. Ce design score, vous allez pouvoir le faire vivre. Je vais vous donner quelques petites notions là aujourd'hui, mais vous allez pouvoir, j'espère, en garder chez vous et pouvoir l'alimenter et pourquoi pas échanger avec moi avec des nouvelles idées que vous avez eues pour alimenter ce design score, parce que j'en ai mis quelques-unes dans le slide, mais il y en a tellement et tellement que je ne connais pas aussi, que si vous avez des idées, je suis preneuse. Donc pour notre boîte à outils, j'ai décidé de me fixer sur 5 axes, un peu à la manière du Nutri-Score. Dans un premier temps, je voudrais parler d'écologie. Dans un deuxième temps, de durabilité. Donc là, on reste sur des questions qui sont donc écologie au niveau de notre planète, qui commence à souffrir parce qu'on n'est pas cool avec elle. Et 3 axes qu'on voit un petit peu moins dans les questions de design responsable, ça va être la diversité, l'électronisme et le handicap. Donc on va parler plus de social finalement aujourd'hui et d'inclusion que d'écologie. Au niveau de l'écologie, donc j'ai quelques tips. Ça va être par exemple d'utiliser des images compressées ou en WebP. Ça ne changera pas grand-chose à votre site de les compresser. Ça ne changera rien en fait, mais par contre ça vous fera gagner énormément et ça fera gagner énormément à la planète. On va éviter les vidéos aussi, et encore plus on évite les vidéos qui se lancent toutes seules. Après, un petit côté inclusif aussi, on évite les vidéos qui ne sont pas sous-titrées, les vidéos qui ne sont pas accessibles. Une autre pratique qui peut être sympa aussi, c'est d'héberger sa vidéo quelque part et ensuite de n'envoyer que le lien partout pour pas que la vidéo se recharge à chaque fois sur le site web et qu'elle ne pèse pas autant que ce qu'elle devrait, parce qu'il n'y a pas besoin en fait. On va utiliser des typos de base, ce que j'ai pas fait aujourd'hui du coup sur mon PowerPoint, donc j'ai eu peur que les typos soient toutes cassées. Donc faites pas comme moi, utilisez des typos de base. Si vous voulez être un peu fun et utiliser des typos qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la Google Font, essayez toujours de prendre des typos Google quand même en annexe pour que quelqu'un qui a peu d'internet lors de son temps de chargement n'ait pas rien d'affiché, que la typo ne galère pas à charger et qu'il ait directement quelque chose qui soit mis de base.
On va aussi utiliser un design épuré. Bon, ça paraît logique, mais pas un design super triste non plus. Le minimalisme, c'est super chouette. Vous avez vu, si vous allez à Maison du Monde, à Ikea, les designs sont assez minimalistes et pourtant c'est super joli. On a tous envie de vivre dans ce genre de maison. Donc un design épuré ne veut pas dire un design blanc et moche, mais ça veut dire aussi un design où on va limiter les animations coûteuses. Si elles n'apportent rien, on peut les enlever aussi, parce qu'il y a certaines personnes qui se trouvent en situation de handicap et qui ont du mal aussi avec ces animations-là. Donc en général, c'est plutôt pas mal de les éviter. On va aussi penser mobile first pour éviter les infos superflues. Ça, c'est une bonne pratique que j'aime bien faire à mes élèves. C'est toujours les faire passer en mobile first au tout début pour qu'ils ne puissent mettre que les informations nécessaires de leur site. Et après, s'ils veulent passer du coup en version web, là, ils peuvent rajouter un peu de fioriture et un peu se lâcher plus. Mais du coup, plus on va se lâcher, plus on va rajouter. C'est un peu comme dans mon burger. Plus je vais rajouter de la sauce, plus je vais rajouter du fromage et plus ça va me coûter. Et là, c'est un autre tips, mais là, c'est un peu plus dev. Ça va être de rajouter les icônes et les glyphes dans le CSS. C'est possible à faire et du coup, ça coûte pas grand-chose en tant que dev, mais ça fait du bien du coup à l'écologie. Passons maintenant à la durabilité. C'est deux points qui se ressemblent un petit peu, mais que j'ai voulu dissocier. Ça va être par exemple, pour avoir un site web plus durable, ça va être d'essayer de réutiliser les composants ou alors d'utiliser des librairies qui sont déjà existantes où on va pouvoir ajouter un petit peu notre touch, mais éviter de tout recréer de zéro, éviter de surcharger avec du code sur des choses qui sont déjà existantes. Ça va être aussi de développer pour des OS plus vieux, parce qu'on n'a pas tous le dernier iPhone 15. Et moi, il y a peu encore, j'avais l'iPhone 8 et je pouvais installer aucune application et ça me saoulait et c'était pas ouf. Et je me suis rendu compte aussi que les jeux vidéo étaient un problème là-dedans. J'ai une copine qui a voulu s'acheter un ordinateur qui m'a dit « Ah ouais, mais le jeu que je veux sort en 2024, donc je vais attendre que le jeu sorte en 2024 parce que si en 2023 j'achète mon ordinateur, il sera obsolète. » Et du coup, j'étais « Ah bon ?» Et oui, effectivement, quand on achète des gros jeux vidéo, on les met souvent en low qualité quand on a un vieux PC, ce qui est triste quand même pour un jeu qu'on a payé 90 €. Donc on pense toujours à développer pour des OS plus vieux. On va aussi simplifier le parcours utilisateur, puisque moins de temps l'utilisateur passera pour trouver son information, et moins de requêtes il fera, et plus vite il s'en sortira, et ce sera aussi bien pour lui que pour nous. On va éviter aussi les dark patterns. Je pense que ça vous parle un petit peu ce mot dark pattern. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je vais vous donner l'exemple de Amazon Prime. Pour se désinscrire de Amazon Prime, il y a 21 clics, et on nous demande 5 fois si on est vraiment sûr de vouloir se désabonner. Quand je suis arrivée au 17e clic de te dire que oui, je veux me désabonner, c'est que j'ai vraiment envie de me désabonner. On a le même souci aussi au niveau des newsletters. Il y a eu l'obligation de mettre le se désabonner des newsletters. C'est arrivé, moi, sur plusieurs newsletters où j'ai voulu me désinscrire. Je me rends compte qu'on me pose des tonnes de questions de pourquoi je veux me désinscrire. J'ai pas forcément envie de leur dire, c'est juste ça m'intéresse pas. Donc j'abandonne l'idée. Donc je me retrouve à avoir le même mail tous les jours dans ma boîte mail parce que je peux pas l'enlever. Donc c'est pas très durable. On évite à tout prix les dark patterns. Sinon, pour continuer sur l'idée de durabilité, ça va être faire en sorte que le contenu et le sens de chaque page ne soient pas altérés en désactivant les styles. Je ne sais pas si vous êtes allé à la conférence de ce matin à 10 h sur l'accessibilité, mais on a eu le droit à une petite lecture d'une page web avec une liseuse. C'est incompréhensible. À partir du moment où les styles ont été désactivés, l'emoji cœur s'est lu cœur de carte ou un truc comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc on va toujours essayer de veiller quand on dev, de désactiver nos styles, de passer à une liseuse et voir si vraiment l'idée et ce qu'on a voulu faire passer comme message dans notre site est respecté et s'il est accessible et du coup durable. On va aussi permettre de mettre le contenu en cache, un petit peu comme pour les typos de base, pour les gens qui ont moins Internet, mais aussi pour éviter de requêter tout le temps de fois les mêmes données. Moi, mon site de banque, j'espère qu'il met des données en cache puisque j'y vais tous les jours pour vérifier mes comptes. C'est pas vrai, mais on pourrait imaginer que c'est vrai. Je les vérifie jamais, mais en vrai, je devrais. Mais j'espère qu'ils mettent le contenu en cache. Et du coup, on va pas stocker de données inutiles. Pour vous donner un exemple, pareil, un site de chaussettes sur lequel j'aime bien commander me demande mon âge. S'il fait ça pour ses 50 000 utilisateurs, il va stocker 50 000 fois une donnée de l'âge. Je pense que porter des chaussettes, la taille est intéressante, mais savoir quel âge j'ai, ça ne les impactera pas trop, étant donné que je pense que de notre naissance à notre mort, on portera des chaussettes. Donc bon, c'est dommage parce qu'ils stockent 50 000 fois une donnée qui ne sert pas à grand-chose finalement. Bon, peut-être pour le marketing, ça leur fait plaisir, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que ce n'est pas très durable.
Rentrons du coup dans le vif du sujet social, donc pour la diversité. Là, j'ai eu un peu moins de points parce que j'ai eu un peu moins d'idées finalement. Dans les points que j'ai voulu mettre en avant, c'est mettez des images qui parlent à tout le monde. Par exemple, ça m'est arrivé de me retrouver sur des sites des sites pour du recrutement où ce n'est que des images d'hommes. Donc, on se dit en tant que nana dans l'informatique, c'était une boîte informatique. En tant que nana dans l'informatique, bon, je vois que des mecs. Bon, j'ai un peu l'habitude, mais j'aurais bien aimé avoir une ou deux nanas. Et il y avait une ou deux nanas sur le site, oui, effectivement, des dessins de nanas en train de faire du surf. Donc, du coup, j'ai pas trop compris ce que c'était l'intérêt. Mais en tout cas, oui, il y avait quand même un peu d'inclusion. Non, spoiler alert, non. Donc, ça m'a pas forcément donné plus envie que ça. Il faut avoir une bonne représentativité en fait de votre, une bonne représentativité de la diversité et du coup avoir des images qui parlent à tout le monde. C'est pareil au niveau des icônes. Je saute un point là du coup. Des icônes et des emojis diversifiés. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la polémique des emojis, mais à l'époque les emojis ils ont été créés par une dizaine de mecs hétéros, cis, blancs, quarantenaires à la Silicon Valley. Donc, ils ont eu la super bonne idée dans les métiers de mettre l'informaticien dans les emojis. Et ce n'est que peut-être 6 ou 7 ans après que des nanas ont dit oui, mais il y a des filles en informatique. Et là, ils se sont dit ah ouais, on va peut-être revoir nos emojis, on va peut-être inclure l'informaticienne et personne faisant de l'informatique. Mais ça ne leur est pas venu du tout à l'esprit. Et pendant plus de 5 ans, on a eu juste l'informaticien en emoji. Donc, on voit que pour diversifier, c'est bien aussi de diversifier ses équipes, hein. Pas que de choisir des icônes et des emojis diversifiés. On peut aussi utiliser l'écriture inclusive. Je sais que l'écriture inclusive, ça pose débat parce que sur certaines liseuses, elle se lit très mal avec le point médian. Donc du coup, j'ai eu Fanny des Nouvelles Oratrices qui m'a fait la remarque de dire mais ça peut être pas mal d'utiliser des mots épicènes aussi. Effectivement, un mot épicène, ça va être par exemple, plutôt que de dire l'étudiant ou l'étudiante, dire l'élève. Donc on va utiliser des mots qui ne sont pas genrés et au final, tout le monde s'en portera pas plus mal, hein. Et un autre truc aussi dans la diversité auquel j'ai pensé, mais qui me paraissait un peu obsolète et qui au final ne l'est pas, c'est qu'on adapte nos contenus en fonction du pays. Et oui, parce que c'est important dans un e-commerce, si on est en France, c'est d'écrire en euros et pas en livres ou en dollars. Donc voilà, on diversifie tout ça. Pour l'électronisme, on va essayer de créer une architecture d'information plus simple. Ça coule de source, mais même de base pour le design responsable. On va aussi respecter les codes web. Donc, pas de scroll à droite dans tous les sens, pas mettre des nouveaux curseurs. On va essayer de standardiser le design. Je dis ça parce qu'on a souvent tendance, nous en tant que designer, enfin moi en tant que designer, j'avais souvent tendance à faire ça. C'était quand j'écris mon portfolio, essayer d'en mettre un petit peu dans tous les sens. Il me semble même qu'à l'époque, mon curseur, c'était une sorte de banane qui se baladait un peu partout, qui faisait des explosions dans tous les sens. C'était cool, mais quand j'ai candidaté dans ma première boîte, on m'a dit « Je ne comprends pas du tout ton site. Je ne le comprends pas. Ok, il est super stylé ton portfolio, mais j'ai même pas réussi à voir ce que tu avais fait. J'ai même pas réussi à accéder à l'information primaire, donc mon CV. » Donc je me suis dit « Ok, bon, j'aurais peut-être dû un peu plus standardiser ce que j'avais fait. » Et puis je candidatais pas dans une agence de design, je candidatais dans une ESN, donc qui n'était pas du tout spécialisée en design. Donc je comprends qu'ils aient pu avoir du mal. Sinon, on va rendre aussi la taille des éléments cliquables suffisante. Par exemple, une petite checkbox, on va faire en sorte aussi que le texte lié à la checkbox soit accessible. Et c'est pas que pour l'électronisme, c'est vraiment une question d'accessibilité, ça. On va essayer aussi, pour tout ce qui est bouton, d'essayer d'allonger un petit peu la taille cliquable. Pas que le bouton qui soit cliquable. Si le bouton est petit, essayer de grandir un peu la zone de clic. On va aussi doter chaque lien ou image d'une alternative textuelle appropriée. Par exemple, quand on télécharge, la bonne pratique, quand on veut télécharger on veut cliquer sur un lien de téléchargement, la bonne pratique, c'est de remettre le nom de ce qu'on va télécharger avec le poids. Un dark pattern, clairement, si vous regardez des fois sur les sites de streaming, il y a des boutons téléchargés partout dans tous les sens. Quelqu'un qui s'y connaît pas, il télécharge, il clique partout et il se retrouve avec rencontre les meufs les plus chaudes de ta région. Donc ça, c'est dark pattern, faut éviter. Donc nous, on veut pas de dark pattern. On stipule bien du coup à chaque fois ce que l'utilisateur va télécharger pour pas qu'il ait de surprise et qu'en plus une personne qui soit en situation d'électronisme sache ce qu'il fait, ce qu'il télécharge et pourquoi il le fait. Un autre truc qui est important mais qui fera pas plaisir aux gens qui sont dans le marketing, ça va être que l'achat d'un produit ou d'un service est possible sans création de compte. J'ai voulu envoyer des fleurs à ma grand-mère la dernière fois avec Interflora, j'étais obligée de me créer un compte.
Une personne en situation d'électronisme n'a pas forcément d'adresse mail et du coup ne va pas pouvoir acheter des fleurs en 2 clics parce qu'Interflora, pour le coup, l'expérience utilisateur est bien faite. On peut quand même assez bien commander des pivoines et se les envoyer assez simplement. Par contre, ils demandent la création d'un compte. Ils n'ont pas forcément non plus besoin de tout ça. C'était cool, ils m'ont offert 10% sur mon bouquet, j'étais quand même contente, mais j'ai eu un peu les boules parce que je leur ai donné mes informations, je me suis créé un compte, j'ai envoyé les fleurs et je me suis directement désinscrit. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça. On va aussi créer un lexique ou un glossaire adapté au public visé afin d'expliquer le vocabulaire sectoriel ou technique. Par exemple, si on est sur un site comme EDF qui doit parler à tout le monde, on va éviter de trop rentrer dans la technicité. Vous le voyez bien, sur des sites comme la CAF, etc., on a souvent du coup des petites pastilles d'informations. Par exemple, ça va être donnez-moi votre numéro de SIRET. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est le numéro de SIRET, il a souvent une petite bulle et on va lui dire le numéro de SIRET, ce sont les 14 chiffres, je crois, bref, qui composent ton truc d'entreprise. Voilà, je ne sais pas trop ce que c'est en fait, un numéro de SIRET. J'aurais besoin du lexique ou du glossaire adapté là. Et donc, quelque chose qui me semble logique, et qui vous semble peut-être logique aussi si vous êtes dans l'informatique, c'est d'associer les pictogrammes à un label. Justement, ça coule pas de source d'associer les pictogrammes à un label, comme par exemple le picto de compte, le petit user qu'on voit souvent en haut à droite quand on est sur un e-commerce, ou même sur un site global. Il faut savoir que j'ai bossé pour des caisses dans des boulangeries et que je ne comprenais pas pourquoi les vendeurs qui étaient avec moi, ils se déconnectaient jamais de leur caisse et pourquoi je me retrouvais toujours pas sur ma caisse et je ne comprenais pas. Et en fait, je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas compris qu'en haut, cette petite icône, c'était leur profil et qu'ils pouvaient cliquer dessus pour se déconnecter ou pour changer d'utilisateur. Donc là, on s'est dit, ah bah mince, on s'est complètement trompé. On était persuadés qu'ils connaissaient cette icône. On est parti de ce postulat-là. Et donc, ça nous a fait des erreurs de caisse incroyables pendant 2-3 semaines avant qu'on réalise que en fait, c'est parce que les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Enfin, pas tout le monde non plus. Mais... Donc, on essaye toujours d'associer, même si ça nous paraît évident. Même si ça nous paraît évident que le panier... Alors, en plus, c'est bizarre parce que je suis en train de penser à ça, mais on voit, quand on fait les courses, là, le chariot, on appelle ça un panier aussi. Mais bon, bref. On essaye toujours d'associer au mieux. Et donc, on rentre du coup dans le dernier point, le handicap. Le handicap, il me semblait intéressant déjà dans un premier temps de vous faire un focus sur le spectre des personas. Quand on parle handicap, on pense souvent à la première colonne. Donc, ça va être quelqu'un qui a un bras, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est sourd, quelqu'un qui est muet. J'ai pas mis les handicaps invisibles, j'ai mis que les visibles pour bien faire un focus dessus. On pense rarement du coup à la deuxième colonne. Moi aujourd'hui, je ne sais pas pour ceux qui le voient, mais je suis dans la deuxième colonne. Je suis handicapée et ai perdu un genou, mais ça ne va pas durer toute ma vie. Donc je suis dans la deuxième colonne. Ça nous arrive, donc voilà, j'ai mal à l'oreille, du coup je suis dans la deuxième colonne, bref. Et la troisième, c'est celle à laquelle on ne pense jamais et on développe très rarement pour cette troisième colonne. Si on prend du coup l'exemple du monsieur qui n'a qu'un bras, ou de la madame, hein, peu importe, parce qu'il a perdu son bras. Il l'a perdu, il n'en aura plus jamais. Dans le deuxième cas, moi je me suis cassé le bras, je l'ai perdu à l'instant T, mais je le récupère plus tard. Mais je suis quand même en incapacité de pouvoir utiliser ce bras-là au moment où je veux utiliser mon ordinateur. Et je suis jeune maman et je porte mon bébé et il fait que de pleurer, donc je suis obligée de le porter parce que sinon il fait que de pleurer, il m'énerve. Donc je l'ai avec moi. C'est pareil, j'ai qu'un bras. Pourtant c'est du coup une situation qui ne dure pas tout le temps, une situation qui n'est pas comme mon bras où je sais que j'en ai pour 3 semaines. Bon, les bébés, on sait qu'on en a pour plusieurs années, donc, mais on n'est pas obligé de les porter tout le temps. C'est important de développer toujours en pensant à cette troisième colonne. Je vous ai dit qu'on avait fait des caisses pour des boulangeries. On s'est amusé aussi à faire des caisses pour des barman. Et du coup, on a pris exactement la même UI, exactement la même UX. On a oublié dans notre petite tête de se dire, dis donc, les barman, en fait, déjà, ils travaillent dans le milieu de la nuit. Donc, les endroits sont peu éclairés. Les barman, ils ont souvent les mains mouillées. Et donc, du coup, ils ont souvent tendance à moins appuyer avec le bout des doigts, contrairement en boulangerie où on prend en pince et où ça va être plus évident. Et ils vont aussi beaucoup plus vite. Ils envoient parce que souvent, les caisses pour lesquelles j'ai travaillé en boulangerie, on était vraiment une personne à la caisse et une personne au service. Bon, les barman, eux, ceux pour lesquels on avait travaillé, ça avait été vraiment... tu prends la commande de A à Z et tu encaisses aussi. On n'a pas pensé à la troisième colonne. Du coup, les barman ont été très mécontents contre nous en nous disant « c'est pourri ce que vous nous avez fait ».
Donc pour le handicap, on se base toujours sur le spectre des personas. On va aussi accompagner chaque image ou graphique d'une légende et de ses données associées. Donc ça, c'est surtout pour les liseuses, du coup, c'est super important. On va aussi créer un mode accessible ou au moins un mode plus contrasté. Ça va être essentiel de créer des modes accessibles. Il me semble que la CAF le fait, où on peut lui demander de mettre en typo un peu plus grosse, on va pouvoir demander d'avoir un meilleur contraste. C'est assez chronophage de proposer un mode vraiment 100% accessible et ça demande beaucoup de temps et d'argent. Donc essayez au moins peut-être d'avoir votre site et proposer une alternative plus contrastée, par exemple en utilisant des couleurs un peu comme j'ai fait là, noir et vert ou noir et jaune, avec des couleurs qui vont vraiment ressortir pour que les utilisateurs qui sont par exemple daltoniens auraient plus de facilité à pouvoir naviguer sur votre site. Je parle du coup des couleurs. On va essayer d'utiliser un bon jeu de couleurs RGAA friendly. Ça va être un référentiel de couleurs du coup qui se base sur les contrastes. Si vous décidez de faire un bouton pastel rose et qu'au-dessus vous écrivez en rouge, bon, vous vous en doutez, quelqu'un qui sera daltonien ne verra pas du tout ce qui est écrit. Il se dira pourquoi il y a un carré rose sur mon site. Bon, c'était un bouton avec écrit genre j'ai compris, mais malheureusement il ne peut pas le voir. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. On va aussi faire attention de ne pas véhiculer l'information que par une couleur ou une image. Si on reste toujours sur cette personne daltonienne, elle remplit un petit formulaire, très bien, et elle clique sur envoyer, et puis là, ça s'envoie pas. Elle comprend pas pourquoi. Son formulaire, c'est juste vidé, elle voit pas. Moi, je suis pas daltonienne, j'ai vu du coup que elle avait pas bien rempli son adresse mail et que du coup, le tour de mon champ s'est mis en rouge. Donc, parce que j'ai dit oui, attention, il y a une erreur. Le tour du champ s'est mis en rouge. Moi, je le vois. Mais par contre, je n'ai pas accompagné d'un message d'erreur, je n'ai pas accompagné d'une croix, je n'ai pas accompagné de « attention, là, c'est parce que ton mot de passe ou ton adresse mail n'était pas bien rempli ». Donc du coup, si on véhicule notre information uniquement que par une image ou par une couleur, on ne permet pas à beaucoup de gens de pouvoir utiliser le site. Et du coup, un autre truc qui me semble assez important, que des fois j'ai tendance à ne pas faire, il est important de ne pas descendre en dessous de 16 pixels pour les tailles de typo, ou alors proposer une alternative qui peut grandir les tailles de pixels. Pourquoi ? Parce que 16 pixels, on se rend compte vite que ça peut paraître même petit, mais c'est une typo qui est très bien, c'est une taille de typo qui est très bien sur web, mais aussi qui est très bien sur mobile. Donc du coup, voilà, essayez d'éviter de descendre en dessous de 16. Et ce que je dis souvent à mes étudiants quand ils descendent et qu'ils mettent des trucs à 10 ou à 8, je leur dis mais c'est pas lisible. Et du coup, si c'est pas lisible, c'est que ça y a pas forcément besoin d'être lu. Donc enlève-le en fait. Si tu as besoin de descendre encore plus de taille de typo, c'est que ton information, elle avait pas lieu d'être. Donc du coup, on va pouvoir résumer ces 5 points. J'espère que je vous ai pas trop endormi pendant ces 5 points, surtout que je vous ai parlé de burger juste avant. Mais on va rester du coup frugal. Le moins, c'est bien aussi. Et donc, comme je vous ai dit, en plus, la frugalité, vous pouvez le vendre à vos entreprises en disant moins on en fait et plus on va gagner de l'argent en plus. Enfin, moins on en dépensera. Plus sans gagner, je ne sais pas trop. Mais en général, si vous ouvrez votre site accessible et que 1/6 de la population est en situation de handicap et si vous veillez à rajouter ces personnes dans votre scope, du coup, vous gagnez 1/6 d'utilisateurs en plus. On va essayer de faire en sorte aussi que notre site reste simple. Le minimalisme est en vogue, j'en ai parlé tout à l'heure. On peut aller à Ikea, on voit, c'est trop stylé. On va faire aussi en sorte que ce soit inclusif. On va essayer de créer une expérience propre et conviviale à laquelle chaque utilisateur peut accéder avec la même facilité, peu importe dans quel spectre il se trouvait au début. Mais vu qu'on fait quand même du design, on va quand même veiller à ce que ce soit joli, que ce soit quand même esthétiquement attrayant, hein. Avec des règles strictes, parce que même avec des règles strictes, vous regardez Top Chef, vous vous rendez compte qu'ils en ont plein, des règles strictes. En alimentation, j'ai fait de la restauration, et c'est une cata, toutes les règles qu'il y a dans tous les sens. Et pourtant, dans Top Chef, on est d'accord, les assiettes, elles sont magnifiques. Le design, c'est pareil. On peut avoir des règles super strictes, des règles d'hygiène qui sont strictes, du coup, et sortir quelque chose de super joli. Donc, à retenir, on réduit les éléments, on conserve un design minimal, on réduit le temps de chargement et de transfert de données. On va monopoliser le moins possible l'internaute et les serveurs, et moins on va nécessiter de serveurs possible pour une page web, et mieux ce sera. Et donc, sur ces 3 points, moi je me dis, ça pourrait être sympa que vous sortiez de là, pour manger effectivement, mais avec des petits tips de mise en place.
Donc, si vous voulez, ce soir, en rentrant chez vous, vous pouvez penser minimiser, optimiser, inclure. Donc, je vous ai mis des points que je trouvais essentiels. Ça va être minimiser, faire un audit de votre existant, supprimer des éléments superflus, essayer de penser en mode mobile first. Plus vous allez en enlever, mieux ce sera. Bon, il ne faut pas perdre d'informations non plus quand même. Il ne faut pas que le site soit plus joli non plus. Hein, mais plus il sera minimal et mieux ce sera. Compressez vos images aussi, du coup. Hein. Donc ça, c'est mon terme, optimiser. Utilisez des typos de base ou si vous voulez vraiment garder des typos funky, essayez au moins d'avoir des alternatives. Et ensuite, inclure. On va mettre des images, des emojis, des icônes qui parlent à tout le monde. On va rendre le site beaucoup plus accessible de par le choix des couleurs, des termes, pour essayer de faire en sorte que les chiffres qu'on a vus au début, donc ce 3% de gaz à effet de serre, essayer de le redescendre en minimisant, en optimisant, et que les personnes qui se retrouvent en situation d'électronisme ou en situation de handicap puissent quand même accéder à nos sites web en optimisant et en incluant. Et je voulais vous remercier du coup d'être là, parce que je suis même pas sûre que je vous ai dit merci au tout début de ma présentation. Et je voulais faire un grand merci aussi aux partenaires, aux nouvelles oratrices, à UNUP et surtout à Estime Numérique. Ah oui, et du coup, si vous avez des questions, il reste 10 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Ah, moi, je vois tous les téléphones. Ah non, c'est pas pour moi. Bonjour, je m'appelle Amy, je travaille à UNEP aussi. Non, moi j'avais une question parce que tu as parlé de, justement de dire aux gens de réfléchir aussi à des actions et tu as pensé en fait à open sourcer ton idée pour qu'on puisse par exemple te faire des suggestions que ce soit accessible à tout le monde pour que tout le monde puisse avoir accès au design score. J'aimerais bien à la base, c'était un peu l'idée au tout début quand j'ai commencé à faire ma boîte à outils. Après, le truc, c'est que c'est chronophage et je pense que j'ai un peu les pétoches et je me sens pas forcément légitime de donner ce genre, donner ce genre de guideline en open source comme ça, libre à tout le monde. Mais je pense que ce serait bien de le faire parce que c'est des petits tips en plus qu'on avait mis en place dans une de mes entreprises précédentes. Et, mais par contre, ça, ils s'en servent pour des formations. Mais je pense que ouais, ça pourrait être sympa. Ne soyez pas timide. Ils ont faim. Ouais, moi aussi, j'ai faim, du coup. Eh bien, on va vous libérer dans ces cas-là. Eh bien, merci beaucoup.